Exposer ma transition et ma transidentité, en fait, c'était pas, le sujet prédominant parce qu'en fait, je viens ici pour valider un stage. En soi, la souffrance, elle est souvent là dans le milieu du soin, hein. Bah déjà, on rappelle aussi qu'il n'y a pas que des femmes qui ont leurs règles. Il y a des personnes qui ont leurs règles. En fait, c'était pas viable parce que t'es le seul soignant pour 15 personnes des mondes, c'est pas possible. T'étais censé te dire, ok, là, je fais une pause, c'est l'été, je profite. Non, non, non. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, le podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui change un petit peu de ce que j'ai eu l'habitude de faire, mais je suis extrêmement ravi de recevoir Pau. On va parler de parcours dans le médical, on va parler d'études, on va parler de plein de choses à travers ton prisme aussi. Et donc, avant toute chose, comme je le fais pour chaque épisode, je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Très bien. Bah, du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Pau. Je suis actuellement étudiant infirmier en 3e année. Et je finis tout bientôt ma formation. En juillet, je suis normalement diplômé. Bravo. Voilà. En soi, je peux commencer le podcast en te félicitant, même si je l'ai déjà fait en off. Mais tu arrives au terme d'un parcours qui avait l'air assez laborieux et pas forcément évident. Puis là, depuis quelques semaines, il y a plein de bonnes nouvelles. Le mémoire qui est terminé, la soutenance qui s'est bien passée, le stage aussi qui a débuté là. Le stage avait débuté. Ah, il avait débuté déjà. Début mai. C'était 5 semaines. Ah, ça fait. C'est la fin là, déjà. Oui, c'est la fin du stage là. J'ai fini hier. Ah, c'était le dernier jour. Effectivement. Oh, ouais. punaise. Ouais, ça passe trop vite. Ok, parce qu'à la base, quand on s'était écrit, tu allais commencer le stage. Enfin, oui, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était mi-avril, j'ai commencé mon stage. Et en fait, là, j'ai fini là, le 24 mai normalement. Mais, ok. Voilà. Bah, bravo pour tout ça. Merci. C'est trop bien. Merci beaucoup. Et du coup, tu fais aussi partie des personnes qui avaient, on se connaît depuis plusieurs années. Oui. On se suit. Et quand j'avais fait l'appel sur Insta, je crois qu'on avait discuté un peu de justement raconter ton expérience parce que c'est pas un parcours forcément évident. Et à travers ton prisme aussi. Si je dis ton prisme, c'est parce qu'il y a une spécificité qui est, je pense, importante, surtout à l'heure actuelle. Donc, est-ce que tu as envie déjà de nous expliquer un peu de quoi on va parler dans les grandes lignes ou commencer directement? Je t'en prie. En fait, là, de quoi on va parler, c'est principalement le fait que être une personne queer dans le milieu du soin, c'est pas anodin non plus. J'avoue que au niveau de ma spécificité, c'est vrai que j'ai commencé mon parcours de transition directement dans le milieu du soin, quand j'ai commencé ma formation. Ah ouais. Donc j'ai commencé ma formation à l'IFSI, c'était en 2023. Donc en fait, j'avais fait avant une licence en psychologie que j'ai obtenue. Et pendant plusieurs années, donc 2 ans, j'ai tenté tant bien que mal de rentrer en master de psycho, mais en fait, j'ai pas réussi. C'est très sélectif juste j'ai fait plein de stages après coup pour essayer de un peu plus peaufiner mon CV et ma lettre de motivation, et malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis dit, écoute Pau, tu vas peut-être faire autre chose, mais rester quand même dans le milieu relationnel, le milieu du soin. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire l'IFSI. Donc l'IFSI, c'est l'Institut de formation en soins infirmiers. Et je me suis dit, why not? Donc j'ai fait Parcoursup, j'ai fait ma lettre de motive, mon CV. Et comme j'étais encore dans la formation initiale, j'ai continué et j'ai été pris. Intense. Donc voilà, j'ai été pris à l'IFSI. Super bien et tout, j'étais trop content. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais pas encore commencé mon parcours de transition. Donc dans le sens où j'avais pas encore été hormoné. En 2023. Exact. Okay. En fait, j'avais déjà fait, mais j'avais commencé mon parcours de transition plutôt social et du coup administratif. Donc j'avais déjà changé mes papiers d'identité avec mon nouveau prénom et tout. Okay. Mais par contre, effectivement, au niveau des hormones, j'avais pas encore commencé. Donc je suis un peu arrivé avec beaucoup d'appréhension. Je me suis dit, comment les autres vont m'accueillir, puisque c'est un milieu où finalement, moi, en tant que personne queer, et en tant que personne trans, j'avais pas eu ou très peu de retours d'autres personnes trans ou d'autres personnes queer qui étaient dans le milieu, puisque c'est un milieu quand même très, très normé, je trouve.
Et, et effectivement, moi, j'avais cette peur bleue de me dire, ok, je serai sûrement la seule personne queer de ma promotion et je vais peut-être être très mal accueilli et aussi mal accueilli par les formateurs ou les formatrices de l'IFSI. Ça a été le cas? Non. Bizarrement, ça n'a pas été le cas. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Quand je dis beaucoup de chance, c'est que je sais que dans d'autres IFSI, c'est pas forcément pareil, Okay. ou dans d'autres écoles, c'est pas forcément pareil. Mais pour mon cas de figure, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance à ce niveau-là. La promotion a été hyper bienveillante avec moi. J'ai expliqué dès le départ que j'étais une personne trans, que mes pronoms c'était il ou elle, mais que je disais généralement plutôt le pronom il, et que je préférais de toute façon qu'on respecte mes pronoms, quoi qu'il en soit. Voilà. Respectez-moi, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc en fait, franchement, ça va. J'ai eu une bonne promotion, et c'est vrai que durant les 3 ans d'études, ce qui se passe, c'est que, en fait, à première année, il y a à peu près une centaine d'étudiants ou d'étudiantes. Et puis à la 3e année, tu te retrouves avec 50 étudiants ou étudiantes. Ah ouais, la moitié carrément qui... Ouais, il y a la moitié qui change complètement de parcours. Il y en a qui arrêtent parce que c'est très éprouvant psychologiquement parlant et physiquement aussi. C'est très éprouvant et il faut avoir en tête le fait que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et c'est vrai qu'il y a des stages aussi où on est maltraité. Il y a des stages qui se passent pas forcément bien. Oui, parce que peut-être dans la formation, ça allait, mais après, toi, professionnellement, en allant dans certaines entreprises ou structures, super. Exactement. Et en fait, ça dépendait des lieux de stage et tout, et pas forcément que pour moi, mais pour les autres collègues de promotion, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées où c'était pas acceptable du tout. Sans être transphobe, mais juste des violences... des violences institutionnelles, banalisées. Il y a d'ailleurs un livre qui existe qui s'appelle Omerta à l'hôpital, qui a été écrit par je crois que c'était un médecin ou une médecin, et effectivement qui parle justement de plein de témoignages de professionnels de santé, pas que dans le milieu infirmier, dans d'autres professions paramédicales et médicales, où c'est des personnes qui étaient en études à ce moment-là et qui ont vécu énormément de violences institutionnelles de la part d'équipes soignantes et qui ont essayé de remonter certaines violences à l'école, mais qui finalement n'ont pas forcément été entendues. Donc voilà, c'était une omerta un peu généralisée, un peu banalisée aussi, parce que du coup, on s'est dit, ouais, mais en fait, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va mieux se passer. Mais en fait, quand tu vis plusieurs violences répétées comme ça, après, tu as du mal à te projeter, de te dire, en fait, c'est ce que je veux faire plus tard, parce qu'on te fait croire le contraire et on te fait croire le fait que tu n'es pas capable. Et c'est encore à toi de faire des efforts et de redoubler de patience pour que la situation s'améliore, alors que déjà, au quotidien, j'imagine que tu fais tout ton possible pour être le plus accepté et inclus. Et ouais, non, franchement, c'est horrible, j'imagine. J'imagine en plus, en débutant un parcours de transition, à quel point, là, ces 3 années, elles ont dû être formatrices et potentiellement, elles auraient pu être destructrices. En fait, c'était qui tout double. C'était soit je commençais mes stages et on accueillait le fait que j'étais une personne trans et ça se passait bien et l'équipe était bienveillante, soit je me faisais lyncher et je me prenais des propos transphobes et tout, et dans ce cas-là, ça se passait pas bien. Donc j'étais un peu dans un entre-deux et un peu un fil tendu à chaque fois que j'allais en stage, et surtout les tout premiers jours où j'arrivais dans le milieu, dans le stage, parce que du coup, on connaît pas encore l'équipe. On doit se présenter à tous les professionnels de santé. On ne sait pas ce qui va se passer durant les prochains jours, parce qu'il faut s'adapter assez rapidement, et il faut aussi connaître un peu l'organisation du service. Et du coup, ça demande quand même une certaine... Enfin, c'est sportif, quoi. Ça demande quand même une certaine stratégie d'adaptation qu'il faut quand même acquérir assez rapidement. Et du coup, au départ, quand j'étais pas hormoné, c'est vrai que j'appréhendais énormément les stages, parce que du coup, je connaissais pas les professionnels que j'allais avoir en face de moi. Donc, en fait, c'était difficile pour moi de dire « Hey, je suis une personne trans, by the way, est-ce que vous pouvez me respecter, s'il vous plaît ?»
c'est difficile de s'exposer comme ça parce que du coup, ça crée une espèce de vulnérabilité et c'est un peu de l'ordre de l'intime. Bah ouais, c'est ça. En fait, ça devrait pas être un sujet pour nous. Ouais, c'est comme les personnes du coup cis hétéros qui vont dire hey, en fait, je suis une meuf ou hey, je suis un gars. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. C'est clair. Pour moi, en fait, exposer ma transition et ma transidentité, en fait, c'était pas le sujet prédominant parce qu'en fait, je viens ici pour valider un stage. Je viens là pour acquérir des compétences soignantes. Certes, j'ai mon identité, je suis une personne à part entière et tout, mais en fait, c'est pas ça qui prime sur le reste, dans le sens où moi, c'est surtout les compétences soignantes qu'il fallait que j'acquière au fil de mon stage. C'était ça qui était au premier plan. Bah oui, même sur ta fiche, sur ton CV ou quoi, tu marques pas personne trans, personne queer ou quoi, que ça n'a rien à voir avec la professionnalisation. C'est vrai que j'ai quand même dû le dire au départ quand j'étais pas hormoné parce que du coup pour éviter aussi ouais, pour éviter qu'on m'assimile directement à une meuf et on me dise ah ouais, c'est bon, madame et tout et t'as eu quand même malgré que tu dises les choses que tu aies cette franchise là? Effectivement, au début c'était compliqué parce qu'il y avait des petites erreurs, enfin je le disais au départ. C'est vrai qu'il y a quand même eu des petites erreurs. Par la suite, il y en a qui me mégenraient, etc. Et je reprenais quand même parce que je me disais non, en fait, c'est pas acceptable. Si j'accepte ça, par la suite, ça va être complètement banalisé et un peu mis sous le tapis. Et j'ai vraiment pas envie de ça. On est quand même dans le milieu du soin, genre, paradoxalement. Je me rappelle d'un moment où, effectivement, je sortais de la salle de soins et j'étais dans le couloir du service et tout. Et ma tutrice, alors il faut savoir qu'en fait, pendant les stages, on a des tuteurs et des tutrices qui nous encadrent. Donc, c'est des personnes un peu référentes qui vont justement nous faire nos bilans de mi-stage et nos bilans finaux. Pour chaque année ou c'est quelqu'un qui te suit sur les 3 ans? Non, c'est une personne qui nous suit à chaque stage, en fait. C'est un infirmier ou une infirmière du service qui est notre tuteur ou notre tutrice et qui va nous encadrer. On peut être encadré par les autres infirmiers ou infirmières du service, mais ce sera la personne référente qui va, elle, nous faire le bilan par la suite pour justement cocher les cases de tiens, telle compétence c'est validé, telle et telle compétence, là, ça reste à améliorer et tout. Il y a une personne qui a toutes les informations qui te concernent et qui sait comment s'est passé tout. Ok, d'accord. C'est ça. Et du coup, en fait, je me souviens que ma tutrice, je lui avais dit que j'étais une personne trans parce que je me suis dit, ah, elle a l'air ouvert d'esprit et tout. Et elle l'était vraiment, elle était bienveillante. Ok. Il n'y avait pas eu de... Vraiment. Je m'attendais à un truc non, du tout. Et en fait, quand je suis sorti de la salle de soins à ce moment-là, je faisais mes petits trucs et tout avec les patients ou les patientes. Voilà, je faisais mon petit tour. J'étais assez autonome dans le service. On me faisait hyper confiance et tout. Et je retourne un peu en salle de soins et je voyais que la porte était légèrement entrouverte et qu'elle expliquait aux autres en fait que j'étais une personne trans, qu'il fallait respecter mes pronoms et tout. En fait, les gens ils disaient mais c'est quoi en fait être une personne trans? Je comprends pas trop. Et du coup, elle essayait de leur expliquer avec ses mots. Enfin, voilà, c'était un peu maladroit ce qu'elle disait. Mais avec le je me suis dit bon. En fait, tu le fais avec le cœur et en fait, ça va. J'étais quand même pas intransigeant en me disant ah non, c'est pas les bons termes, etc. Enfin, l'intention là, c'est qu'elle avait peur que tu t'en prennes. L'intention était bonne et c'était vraiment pour que les personnes me respectent et qu'il n'y ait pas de mésentente et qu'il n'y ait pas genre de gourde en fait. Voilà. Donc ça s'est bien passé au fil de ce stage, ça s'est super bien passé et tout. Voilà. Ça, c'était en gériatrie et c'était trop bien. Et même avec les patients? Ouais, en fait, alors les patients me disaient madame parce qu'en fait, c'était des personnes soit très âgées. Bah ouais, je me dis gériatrie. C'était vraiment très intergénérationnel de moi, je suis jeune, ces personnes sont âgées et vivaient dans un ancien temps, une époque qui n'était pas très ouverte sur cette question-là. Et même si les personnes trans ont toujours existé. J'allais dire, même si on me rappelle. Voilà. On me rappelle. Mais c'est vrai que c'était une époque assez charnière où les personnes queer, de manière générale, devaient aussi se cacher. Parce qu'il y avait énormément de comment dire, c'était interdit en fait, c'était un peu dans l'ordre de l'interdit, tu pouvais pas en fait t'exposer comme ça. On peut rappeler juste depuis quand ce n'est plus perçu comme une maladie mentale. Je crois que au niveau du DSM-5, c'est vrai qu'il y avait encore le terme de transsexualisme qui existait encore et ça m'avait jusqu'à très récemment, dans les années 2010 même. Ouais, ça avait encore, je crois que c'était encore c'était encore appelé comme ça jusqu'en 2010. Enfin, c'était très récent.
Oui, donc on rappelle que le chemin est long. Et en parlant de ça, justement, j'avais effectué un autre stage en psychiatrie où là, ça s'est pas trop bien passé. Ah ouais. La prise en charge avec les patients et les patientes s'est super bien passée. Enfin, moi, j'avais vraiment aimé parce que on rappelle le fait que j'ai fait une licence en psycho et que mon but, c'était quand même de faire de la psychiatrie par la suite. Enfin, je me suis dit, why not être infirmier en psychiatrie? Pourquoi pas? Puisque ça rentrait dans l'ordre des choses et j'avais ma licence et je me suis dit, ah tiens, je vais quand même utiliser cette licence pour quelque chose. Elle n'est pas en vain. J'ai quand même fait 3 ans en faculté de psychologie. Mais ça passionne, c'était j'imagine. super et tout. Ouais. Enfin, c'était hyper intéressant. Et je me suis dit, why not la psychiatrie? Pourquoi pas? J'arrive en stage. Déjà, on m'a stalké sur les réseaux sociaux. Ça, d'où, en fait. L'équipe Ouais, l'équipe m'avait stalké sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était une infirmière que je suivais sur les réseaux. Et en fait, elle avait accès à mon compte Instagram. Et j'étais un peu con à ce moment-là. J'avais mis mon compte en public. Et sur ma bio, c'était bien marqué que j'avais été hormoné, que j'avais commencé ma transition médicale et que j'avais commencé l'hormonothérapie et tout. Et j'avais pas mon compte en privé, donc c'était un peu couillon de ma part. J'aurais dû me mettre en privé à ce moment-là. Ouais, mais c'est chiant qu'encore une fois, tu dois ajouter cette réflexion alors que bon. Et du coup, elle m'a stalké, elle en a parlé à toute l'équipe. Donc en fait, tout le monde savait que j'étais une personne trans, sans même que moi j'aborde le sujet. Et voilà, c'était pas ouf. Et dans ce stage-là, on était 3 étudiants et étudiantes. Okay. Donc il y avait moi et 2 autres collègues de ma promotion. Okay. Et en fait, j'ai remarqué à ce moment-là le déséquilibre au niveau de l'approche qu'elles avaient envers moi et envers les 2 autres étudiants et étudiantes, tu vois. C'était pas la même approche. C'était pas pareil. On te dévaluait. Ouais, tu sentais qu'il y avait un truc de hiérarchie un peu. Il y avait un déséquilibre parce que les 2 autres personnes étaient des personnes cis et moi en tant que personne trans, j'étais pas considéré pareil. Ouais, ok. Et même à l'égard des patients et des patientes, parce qu'il faut savoir que dans ce service-là, il y avait aussi des personnes trans qui étaient prises en charge. Et moi, je le savais. Et moi, en tant que personne trans, du coup, ça crée aussi un biais, tu vois, de se dire, je vais aussi prendre en soin des personnes trans. Il fallait quand même que je garde cette juste distance, de pas me dire, ok, ça fait écho à mon propre parcours, à moi. Et je prends soin de moi à travers eux. Ouais, c'est ça. Fallait pas non plus que ça se joue là-dessus. Et il faut savoir qu'en psychiatrie aussi, il faut toujours continuellement avoir cette juste distance parce que on n'est pas amis avec nos patients ou nos patientes, même s'il peut y avoir des parcours qui sont similaires. On peut pas être dans ce rapport trop amical au risque de créer une rupture au niveau de la prise en charge thérapeutique et relationnelle, tu vois. T'arrives plus à faire des choix professionnel et réfléchi autant que s'il y a ce côté émotionnel. Mais malgré tout, c'était des personnes où il fallait qu'il y ait un respect des pronoms, qu'il y ait un respect au niveau de leur propre identité de genre et tout. Bien sûr. Et c'est vrai que j'ai complètement vrillé au moment où j'ai compris que l'équipe était complètement irrespectueuse. Ça tenait des propos, mais... il a des poils sur les jambes et en plus, on ne sait pas si c'est il ou elle... en plus, il porte une jupe. Donc, à un moment donné, il faut savoir. Mais comme ça m'énerve. Surtout de juger, critiquer sur des choses comme ça, mais c'est quoi Et, en fait, ça m'a vraiment posé question au sens où je me suis dit, mais en fait, en psychiatrie, tu es censé être dans le non-jugement et même de manière générale, en tant que professionnel de santé, tu dois être dans le non-jugement parce que tu vois pas mal de situations complexes. Et surtout en psychiatrie où tu vises vraiment une prise en charge et une prise en soin liée à la relation à l'autre. C'est beaucoup plus du relationnel que du technique. Alors, ils font des prises de sang, elles font des électrocardiogrammes, des électrocardiogramme, des ECG et tout. Mais en fait, c'est surtout dans le soin à l'autre, au niveau de la parole, que ça va se jouer. Parce qu'il y a des entretiens infirmiers qui sont réalisés, il y a des entretiens avec les médecins, les psychiatres et tout. Donc, c'est vraiment avec la parole de l'autre et on accueille la parole de l'autre où ça va se jouer. Je me suis dit, mais là, en fait, tu peux pas être dans le jugement, c'est pas possible. À moins que tu aies envie d'ajouter à la lourdeur de sa santé mentale ou des troubles qu'il pourrait avoir et tout. C'est vraiment un manque de
d'humanité. C'est assez triste. Et ce stage, il a duré combien de temps? C'était 10 semaines. Wow. Je voyais pas le bout. Je me suis dit, oh my bad, 10 ça va pas du tout. Et ça s'est terminé comment? Bah, ça s'est terminé comme un stage où en fait on m'a reproché d'avoir eu une posture parfois pas professionnelle, ou du moins on savait pas trop si j'étais motivé pendant ce stage-là. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, mes tuteurs de stage et mes tutrices m'ont juste dit, bah en fait, le bilan final s'était terminé en mode malgré une posture professionnelle en évolution, et cette phrase ne voulait absolument rien dire. Et ce qu'elles m'ont dit, c'est que en fait, apparemment, à certains moments, j'étais soit énervé pendant le stage, soit j'étais pas assez motivé. Et je leur ai expliqué que je commençais un parcours d'hormonothérapie, que pour moi, en fait, c'était pas encore adapté parce que j'étais sous androtardil à ce moment-là. Ok. Et androtardil, j'avais une injection à peu près toutes les 3 semaines. Et ça me créait des pics d'humeur. C'était hyper vacillant. Ça oscillait entre le ça va. Ça a oscillé entre le moment où ça allait pas. Ouais, Donc ça faisait des vagues émotionnelles. J'allais bien, j'allais pas bien. C'est un bouleversement hormonal de fou. Et en fait, je leur expliquais que c'était pas moi qui souhaitais ça. C'était juste mon corps qui faisait que, avec les hormones, le temps que ça s'adapte, que la dose soit réajustée et tout, que mon endoc trouve vraiment le bon dosage et tout. Ben, en fait, c'était un peu la période charnière et tout. Et que j'essayais de faire en sorte que le stage se passe bien et que ça se montre pas, mais apparemment elles étaient tellement sur mon dos que voilà. En plus, tu reviens avec une explication médicale. Ouais, je devais encore me justifier sur quelque chose, tu vois. Et après, elle était en mode ouais, on espère que voilà, pour le reste des stages, que tu feras juste attention à ça. Et en fait, j'avais juste envie de leur dire ah, c'est bon, ta gueule. J'aimerais bien que pour les autres stages, vous fassiez attention aussi à ce qu'on me respecte en tant que personne et qu'on respecte mon identité, parce que c'est ça aussi qui fait que potentiellement, en plus des hormones, bah oui, j'ai pas forcément la tête à m'investir correctement dans une équipe qui ne me considère pas à ma juste valeur. Enfin, c'est pas évident. Ouais, je trouve que c'est vraiment dur déjà de commencer stage psychiatrie. N'importe quelle personne, ça doit être intense. Après, il y a le parcours de transition et en plus une équipe qui est un peu dans le rejet. Vous attendiez à quoi? Je vais pas. C'est extrêmement difficile. Et ce qui m'a marqué aussi pendant ce stage-là, c'est que du coup, comme dit, dans le service, il y avait 2 personnes trans qui étaient prises en charge. Et je connaissais du coup parce que j'avais lu le dossier médical et tout. On est quand même soumis au secret professionnel, etc. Et dans ce service-là, en fait, il y a une des 2 personnes qui m'avait posé la question, ça m'a marqué, qui m'a dit ouais, vous êtes une personne trans? Et moi, je suis resté hyper évasif sur le sujet parce que à la fois, tu t'exposes à la vulnérabilité, de te dire je me rends vulnérable et j'expose ma vie privée et ma vie intime. Et à la fois, tu te dis oh no, mais cette personne, je veux qu'elle soit bien prise en charge, tu vois. Donc, à quel moment tu dérives un peu. Le petit, on se sait, t'inquiète, mais non. Tu dérives un peu sur ta posture professionnelle, tu te dis est-ce que je rentre pas trop un peu dans l'intime et tout. Et en même temps, en fait, j'ai pas trop répondu à sa question, mais je sais que j'étais tellement pas bien pendant ce stage qu'à la fin de mon stage, je m'en foutais complètement. J'étais en mode ah, vas-y, c'est bon, j'ai fait mon bilan final, ça s'est pas trop bien passé, vas-y, nique. Bon. Du coup, je suis revenu vers ces personnes-là, et une des 2 personnes n'était pas encore hormonée à ce moment-là. C'était des personnes de quel âge? C'était des personnes. Il y avait une personne qui était très jeune quand même, qui était plus jeune que moi, et une autre personne qui a été un peu plus âgée que moi. Ok. Mais pas 2 parcours différents quand même. Mais une des 2 personnes était déjà hormonée depuis pas mal d'années, alors que l'autre voulait commencer un parcours d'hormonothérapie. Donc moi là, c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué vers une distance un peu plus proche, sur une proximité un peu plus, parce que je m'en foutais complètement et que je savais que cette personne avait besoin d'un professionnel de santé ou d'une professionnelle de santé qui pourrait l'accompagner pour la prise en charge des hormones. Donc je lui ai dit tenez, voici mon endoc, faites ce que vous voulez, mais je vous donne le nom de mon endoc, et si vous pouvez être hormoné plus tard, c'est tout bénef pour vous. Peut-être que cette expérience, elle était là pour ça. Qui sait, peut-être que on t'a mis ces personnes sur ta route parce qu'à ce moment-là, c'était seul toi qui allais pouvoir donner ce contact-là et potentiellement améliorer la vie de cette personne. Donc, je préfère le voir comme ça, me dire que malgré les épreuves que tu as dû
subir, tu as rendu service énormément. Bah, en fait, ça m'a fait grave plaisir parce que du coup, j'ai une amie qui travaille aussi dans le milieu un peu socio-médical, etc. Et plus dans le social. Et en fait, bah, elle travaille dans une asso aussi, en parallèle. Et elle a accueilli bah, une des personnes trans que j'avais pris en charge dans le service et qui se souvenait de moi, du coup, qui a dit « Ah, c'est beau et tout. Mais ce serait pas d'ailleurs une personne trans ?» Et lui-même s'est posé la question. En fait, j'avais eu un retour hyper positif et tout. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà. J'imagine qu'au niveau des patients et tout, c'est pas forcément là où il y avait le plus de problèmes. C'est toujours le rôle du sachant, entre guillemets, qui estime être au-dessus de toi et lui-même comprendre ton identité mieux que toi-même. Enfin, je sais pas, avec beaucoup de jugement, beaucoup de comment on dit ça, d'a priori. Mais c'est vrai que ça a dû être vraiment fatigant que ça rentre en ligne de jeu comme ça. Bah, c'est vrai, quand tu parles de sachant, il y avait beaucoup ce côté-là en psychiatrie, là où j'étais dans le service. C'était un service où vraiment ils étaient dans cette posture de moi je sais, toi tu sais pas, reste à ta place d'étudiant, c'est bon. Mais venez, on évolue ensemble, non? Je sais pas. Et du coup, bah, forcément, oui, j'avais des connaissances, mais en fait, ils essayaient toujours de se mettre eux sur un piédestal, tu vois, LE vraiment sur un piédestal en se disant, vas-y, c'est bon, moi je sais plus que toi. Et puis, si tu avais trop de connaissances, ça peut être mal perçu aussi. C'est ça aussi la posture d'étudiant sur l'infirmier, c'était hyper compliqué parce que du coup, il y a cette posture de soit tu as énormément de connaissances et parfois ça peut être mal perçu parce que tu as trop de connaissances et si tu les exposes un peu au grand jour, bah, ça peut les mettre à mal dans leur ego. Ouais. En se disant, ah mince, moi en tant qu'étudiant ou étudiante à l'époque, j'avais pas autant de connaissances, etc. Ah bah on n'a pas même en tant que professionnel de santé, j'ai peut-être pas autant de connaissances que ça. Et à la fois aussi, il faut pas trop que tu sois passif. Parce que si tu es trop passif, le souci qui se pose, c'est que ben, ils vont te reprocher de ne pas faire assez ou voilà. Soit tu en faisais trop, soit tu en faisais pas assez. Auquel cas, les deux, en fait, tu te faisais critiquer. C'est abusé. Donc, il fallait trouver un équilibre et ça, c'était vraiment... quelque chose qu'on retrouve aussi en tant que personne queer, je trouve. Ouais, bah, clairement. En fait. Ça réappuie sur quelque chose. T'es trop dans la queerness et tu t'exposes trop au grand jour et c'est mal perçu. Soit tu es trop caché et en fait, on va pas t'assimiler comme une personne queer parce que, désolé, en fait, tu fais pas partie des codes de la queerness. Mais en fait, il n'y a pas de code de la queerness. Non. Chaque personne expose son identité comme elle le veut. Enfin, c'est pas... Ouais, c'est ça, il faut prendre en compte la pluralité des profils. Et là, pour rebondir sur les sachantes, ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu te dis, effectivement, aujourd'hui, on a peut-être plus de ressources, plus de visibilité sur certains sujets et donc, une compréhension de certaines choses plus globales et complètes. Mais au lieu de voir ça comme une menace ou un danger, pourquoi ne pas juste s'asseoir et discuter afin qu'on échange nos connaissances et qu'on évolue ensemble? Parce que j'imagine que l'objectif, c'est quand même d'apporter les meilleurs soins possibles aux patients que tu rencontres, aux patientes. Et le fait de rester dans cette position de « moi, je sais et toi, tu es là pour apprendre », ça bloque ce partage d'énergie, j'ai l'impression. C'est surtout dans ce milieu-là, dans ce stage-là où j'ai remarqué ça. Après les autres stages que j'ai effectués par la suite, ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai pas eu de problématiques à ce niveau-là. Parce qu'il y avait ce partage mutuel de le professionnel ou la professionnelle de santé, l'IDE, donc IDE c'est infirmière ou infirmier diplômé d'État. Okay. C'est pour ça que donne les diminutifs. Trop bien. L'IDE, du coup, il y en a plein qui étaient ouvertes à ce que l'étudiant ou l'étudiante apporte des connaissances en plus. Okay. Parce qu'il faut savoir que du coup, dans le milieu infirmier, tu as énormément de protocoles qui évoluent. Tu as la réglementation qui évolue aussi par la suite. C'est un métier qui est en constante évolution. Et du coup, comme nous, en tant les protocoles qu'il y avait avant à l'époque ne sont plus forcément les mêmes protocoles puisqu'ils sont réactualisés. Tu as des pratiques avant qui se faisaient qui maintenant se font plus du tout parce que de par des recherches scientifiques qui ont été menées, des articles scientifiques qui ont été menés sur
sur le sujet, ça peut créer des risques, des choses comme ça. Du coup, les pratiques ont évolué aussi. Ouais. Du coup, les infirmiers ou les infirmières qui ont fait leur formation il y a 20 ans, 30 ans et qui n'ont pas refait de recherche par la suite parce que voilà, tu sais, parfois tu es tellement dans la routine, tu es tellement ancré dans un service aussi que tu perds un peu cette habitude de te dire ah ok, peut-être que je vais revoir un peu mes connaissances, voir si c'est encore d'actualité ou au contraire si ça peut-être évolue. Mais c'est pas comme aller chez le coiffeur et il te sort une coupe qui était à la mode dans les années 80, machin. Les risques sont quand même plus forts dans le milieu médical, quoi. Ouais, en tant qu'idéeux, j'ai bien aimé le fait qu'il y en ait plein aussi qui soient ouvertes à la question de l'étudiant ou l'étudiante va m'apporter des connaissances que moi j'avais pas. Trop bien. Ou des réactualisations que moi j'avais pas en fait pris le temps de revoir. Et du coup, c'est super. Et ça, j'ai eu par la suite dans mes autres stages, tu vois. Ouais, mais à chaque fois qu'on échangeait, j'ai l'impression qu'effectivement, t'as quand même eu, je veux pas dire de la... Ça me gêne de dire de la chance parce qu'en fait, ça devrait être. En fait, ça devrait être. C'est ça. En fait, j'ai conscience que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et je sais que. Et je suis très conscient aussi du fait que cette chance-là, elle n'est pas partagée par tout le monde. Parce que même dans ma promotion, les personnes cis n'ont pas eu de chance non plus. Certaines personnes n'ont pas eu de chance. Mais ça, c'était aussi lié à des faits. Enfin, je sais pas si je pourrais utiliser le terme de faiblesse, mais plus tu vois, on pointe du doigt ce qui va pas chez l'étudiant ou chez l'étudiante parce qu'on sait que, par exemple, il y en a qui seront introvertis, d'autres qui seront trop extravertis. Et du coup, on va pointer du doigt un peu une spécificité de leur personnalité qui ferait que ça va impacter le reste du stage. Donc, et toi, tu penses qu'au contraire, en se connaissant bien, ça peut devenir des forces ou en tout cas, après, en fonction de tes justement forces ou faiblesses, peut-être que ça t'aide aussi à t'insérer dans une voie plus qu'une autre. Ouais, je pense que du moment où tu connais tes limites et tu sais comment tu es, comment tu fonctionnes et tout, en fait, tu arrives à ne plus tolérer l'inacceptable. Dans le sens où s'il y a des choses qui sont dites, il faut en parler, etc. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est que dans ta posture d'étudiant ou d'étudiante, tu ne peux pas non plus tout dire. Tu ne peux pas non plus aller à l'encontre d'un professionnel de santé parce qu'en fait, tu as toujours la corde au cou de dire à un moment donné, mon stage, il va être invalidé. Et c'est ça qui est chiant. Parce qu'il y avait vraiment cette posture d'étudiant où tu te disais, putain, mais là, en fait, si je dis un truc ou si je dis ça à telle personne, l'aide-soignante, là, elle me casse trop les couilles. Pardon. Elle me casse trop les ovaires aussi. En fait, tu peux pas lui dire, vas-y, tu me saoules. C'est pour ça que les choses ont tant de mal à avancer aussi vite que nous, j'ai l'impression. C'est qu'il y a toujours ce risque de pas être embauché, d'être viré, de ne pas avoir accès au stade supérieur pour ta propre évolution personnelle. Et c'est vraiment, effectivement, en tant que personne queer et là, dans ce secteur-là, tu as toujours cette retenue de te dire ok, j'essaie de trouver un équilibre entre ce que je sens j'ai besoin de partager parce que je suis face à un problème social ou quoi que ce soit et c'est pas ok, et en même temps j'ai pas envie de niquer ma place et de pouvoir continuer dans ma progression et tout. C'est toujours cette double réflexion qui est assez fatigante aussi, je trouve. Une charge mentale en fait, tout simplement. Donc, en fait, t'as vraiment hâte à ce moment-là de te dire putain, bientôt j'ai fini la formation, je serai plus de ce statut étudiant ou étudiante. C'est trop compliqué. Et après, t'es vraiment professionnel de santé. Et voilà. Ce qui est ton cas. Et tu peux t'imposer un peu plus, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Là où je voulais en revenir aussi, c'était par rapport au fait de quand j'ai commencé du coup ma formation en soins infirmiers. Et là où je termine bientôt, etc., d'ici sous peu, dans même pas un mois, en fait, c'est par rapport aux changements physiques liés à l'hormonothérapie, etc., et le fait d'être sous testo. En fait, j'ai remarqué la différence de traitement que j'ai pu avoir au début et à la fin de mon parcours. Comment je me suis fait traiter, etc., par les autres professionnels de santé. C'est assez drôle quand même, parce que du coup...
au départ, j'étais assimilé comme personne trans, pas hormonée, un peu meuf aussi. Donc voilà, tu vois, le traitement était différent dans le sens où, Sexisme? ouais, je sais pas, ouais, ouais, oui, mais un peu plus insidieux que ça. Enfin, c'était assez Ok. subtil. Il y avait pas des propos comme ça très Frontaux. frontaux Ouais. où c'était très explicite. C'était Mhm. un peu plus de l'ordre de l'implicite, tu Oui. vois. C'était très insidieux, un peu caché comme ça. Ouais. Et, Comme on aime. et au final, parce que j'étais dans un entre-deux, tu vois, c'était en mode, ah, la personne, c'est une personne trans, mais on dirait pas que c'est une personne trans parce que du coup, on l'assimile à une meuf. Enfin, Parce qu'on a une idée voilà, de ce à quoi doivent c'est ça, parce que sa voix est aiguë, du coup, on assimilait ma voix à la voix d'une meuf, du coup, enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait parfois des gourdes, etc., où il y avait des gens qui me mégenraient, mais parce que du coup, ils étaient un peu dans un entre-deux de, en fait, on ne sait pas, enfin, qu'est-ce qui se passe. Du coup, ils préféraient soit l'un, soit l'autre. Mais c'était plus elle, en fait. Putain, je vous l'ai C'était dit. plus facile. Hein. Il n'y a pas. Voilà. Je vous explique, c'est il ou c'est elle au bout d'un moment. Et au final, du coup, au fur et à mesure, j'ai eu des changements physiques, donc la pilosité, le changement surtout qui a été radical, c'était le changement au niveau de la tonalité de ma voix, qui a commencé à être de plus en plus grave. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un changement radical, en fait. Les personnes, les meufs cis du service, quand elles parlaient de sujets un peu, tu vois, c'était des sujets, je sais pas, de l'ordre de l'intime, genre des sujets un peu sexuels ou enfin, je sais pas, ça parlait de ses règles ou des choses comme ça. Du coup, moi, on me visait du regard parce que c'est un milieu, faut savoir, très féminin aussi. Il y a beaucoup plus de femmes cis que d'hommes cis ou voilà, ou Intéressant assimilés aussi. cis en tout cas. Et du coup, moi, on me prenait pour un mec cis. Ça me faisait trop rire parce que du coup, elle me visait du regard, elle me disait non, mais en fait, on en discute entre meufs, hein, mais toi, Po, enfin, t'es pas concerné, quoi. Et du coup, comment tu prends ça? En fait, intérieurement, ça me faisait hyper rire Ok. parce que je me suis dit, oh my bad, en fait, si vous saviez que, en fait, je comprends totalement ce que vous dites parce que je l'ai vécu et encore actuellement, enfin, je le vis, enfin, enfin, c'était, voilà, elle faisait référence aux parties génitales, je me suis dit, Bien sûr. si vous saviez. Ouais. Et ça me faisait trop rire. Mais c'est génial. Mais En fait, c'est je le prenais pas contre moi, tu vois. Non, c'est plus tu deviens observateur aussi de certains fonctionnements sociologiques et tout, et de à quel point elle est. Mais genre, et l'image, c'est tout pour nous. On a créé des codes. Une femme ressemble à ça, un homme ressemble à ça. Je suis très binaire parce que c'est comme ça que la société a été établie. Mais du coup, s'il y a une quelconque transgression entre les deux, ou si. Enfin, je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à sortir de ça, de ces codes-là. Alors, déjà, on rappelle aussi qu'il n'y a pas que des femmes qui ont leurs règles. Il y a des personnes qui ont leurs règles. Arrêtez de genrer et tout. Enfin, après, effectivement, nous qui travaillons sur ces sujets depuis plusieurs années et on est en constante suranalyse et surréflexion et compréhension de qui on est et de ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est des sujets qui me semblent obsolètes et limite je suis fatigué quand on continue d'en parler ou qu'on continue à dire bonjour madame ou bonjour monsieur. Ne serait-ce que ça, quand je travaillais en prêt-à-porter, c'était marqué dans ma fiche de poste qu'à l'entrée d'une personne, je devais dire bonjour monsieur ou bonjour madame pour le cibler. Et j'avais expliqué pendant une réunion, bah c'est pas possible, je ne connais pas le genre de la personne quand elle entre dans la boutique. Et ah, oui, bon, on comprend tous ces trucs de transidentité, mais ici c'est comme ça. Ok, bah super. Donc en fait, vous n'êtes pas inclusif malgré ce que vous dites, ce que vous laissez. Enfin, c'est énervant. Là où effectivement c'est un peu plus complexe, c'est que du coup, nous, dans le milieu du soin, je suis quand même obligé à un moment de dire monsieur ou madame, même si voilà, je vais pas toujours questionner la personne sur quel pronom faut utiliser, surtout les personnes très âgées qui n'auront pas forcément cette notion-là. Non, bien sûr. Dans des milieux où je sais que comme encore une fois je le répète, c'est un milieu qui est quand même assez binaire aussi, même si moi ça entache un peu ma propre réflexion sur le sujet. Mais j'avoue que là en psychiatrie par exemple, je savais qu'il y avait pas mal de personnes trans aussi qui étaient aussi hospitalisées, donc je savais qu'il y avait de toute façon je demandais aussi quand j'avais un doute, je demandais à la personne est-ce que vous avez
des pronoms que vous utilisez majoritairement par rapport au reste. Enfin, quand j'avais vraiment un doute, moi-même, je me disais, bon, il faut je questionne quand même. Ouais. Même si le doute ne persistait pas, je questionnais quand même aussi. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments ou certains services où parfois je suis obligé d'utiliser le monsieur ou le madame parce que c'est une règle d'identité-vigilance. On est soumis à l'identité de la personne. Enfin, on fait des soins techniques et en fait, il faut qu'on soit sûr que ce soit la bonne personne. Ok. Donc, effectivement. En fait, c'est cette question qui se posait, c'était la question du le prénom d'usage, le prénom de naissance. Est-ce que la personne utilisait son nom marital? Est-ce que la personne utilisait son nom de naissance? Et en fait, on avait des étiquettes aussi, parce que si on faisait par exemple une prise de sang, fallait demander à la personne de nous épeler son nom et son prénom. Donc, il fallait que ça concorde avec les étiquettes qu'on avait nous en face de nous, tu vois, pour étiqueter les tubes de prélèvement. Merci d'ajouter cette vision. C'est vrai que moi, je tends vraiment à ce qu'on n'utilise pas le monsieur, madame, mais c'est pas encore suffisamment développé et démocratisé pour qu'on puisse vraiment l'appliquer dans n'importe quelle circonstance, effectivement, oui. Ouais, c'est juste qu'en ce moment, j'ai très peu de patience. Et moi aussi, ça me saoule véritablement, mais c'est vrai que dans ce cas de figure, on doit être très vigilant et vigilante à l'identité de la personne parce qu'on peut être amené à faire des soins très lourds, des soins très invasifs. Par exemple, je sais pas, typiquement, tu poses une sonde nasogastrique, donc c'est une sonde qui passe par le nez et qui va jusque dans l'estomac. En fait, c'est un soin qui est très invasif parce que ça fait mal. Et en fait, tu mets un tube dans le nez de la personne, enfin, c'est pas anodin. Faut pas se tromper. C'est ça. Et du coup, faut s'assurer que ce soit la bonne personne. Donc, imaginons c'est pas la bonne personne. Ouais, non, c'est clair. Ça nous est déjà arrivé d'avoir dans une même chambre double une personne qui avait le même nom de famille. Donc en fait, dans la même chambre. Ah ouais, donc même nom de famille, avec des dates de naissance complètement différentes. Ça va de soi. Mais c'était le même nom de famille. Donc là, tu devais être sûr à 100% que tu fais le soin à la bonne personne et s'assurer que vraiment, ok, elle est bien née à telle date, etc. Tu vérifies avec la patiente. Oui, en fait, il faut toujours demander à la personne d'épeler son nom et son prénom parce que tu peux être face à une personne qui a une démence, qui a des troubles cognitifs. Et si tu lui dis, par exemple, oui, vous êtes bien Gérard, tatati tatata, la personne, si elle a des troubles cognitifs, elle va dire ah oui, en effet, je m'appelle bien Gérard. Ouais. Donc, en fait, alors que la personne s'appelle peut-être Jacques, Jean-Michel, enfin, je sais pas, Marguerite, ou voilà, enfin. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, oui, c'est vrai, c'est clair. C'est des prénoms bien de personnes âgées, mais ça pouvait être un autre prénom. Non, mais au moins, on comprend bien. C'est vrai, je pensais pas à ça, c'est pour ça. Je me ferme pas. Moi-même, j'apprends aussi. Mais il y avait une personne, j'avais vu une interview d'une psychiatre qui parlait justement de cette question de l'identité-vigilance quand on est face à des personnes qui ont un prénom d'usage et qui souhaitent qu'on utilise ce prénom d'usage. Comment on fait dans ce cas de figure? Et c'est vrai que c'est assez complexe. Ouais, en fait, c'est plus tout un système à réfléchir ensemble pour voir comment, mais ça se fera sur le long terme. C'est vraiment la question de la prise en charge des personnes trans dans le milieu hospitalier et qu'est-ce qu'on fait dans le cas où l'identité de la personne, ce qu'elle nous dit de son identité et comment elle se nomme, ne concorde pas avec les papiers d'identité, les papiers administratifs, parce qu'il y a tout le côté aussi administratif dans le milieu du soin où les secrétaires médicales et même de manière générale, tu as tout un dossier médical qui est construit quand la personne est hospitalisée. Il faut que ce dossier-là, il y ait des étiquettes qui soient, il y a des étiquettes qui sont imprimées, qui sont établies. Il faut que ça concorde avec le reste de l'identité de la personne pour vraiment s'assurer dans le parcours de la prise en charge que ce soit sécurisé et qu'on ne fasse pas des soins à la mauvaise personne. Ce que j'allais dire, au-delà de juste mettre une étiquette sur quelqu'un, c'est vraiment pour lui apporter les soins dont il a réellement besoin. Oui, j'avais pas pensé à tous ces paramètres-là, mais c'est sûr que ça peut vite partir en catastrophe si tu administres un mauvais médicament. Oui, voilà, ça peut être mortel en fait. On est soumis à la législation quand même, on est soumis à... c'est très légiféré comme formation. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas se dire ah tiens, je vais donner tel médicament à cette personne, mais je m'en fous des risques encourus. C'est clair. Des secondaires, des effets indésirables.
des personnes qui supportent pas tel ou tel traitement. Oui, j'allais dire contre-indication due à un traitement À des pathologies, des pathologies sous-jacentes. Tu as aussi le fait que certaines personnes sont allergiques. Tu as beaucoup de gens qui sont allergiques à la pénicilline, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire hyper attention. Des personnes qui sont intolérantes à la morphine. Donc si tu leur mets de la morphine en place alors qu'elles sont très douloureuses, Ouais. en sachant qu'on utilise beaucoup de morphinique dans les cas des douleurs très fortes et qui peuvent pas être justement soulagées avec d'autres antalgiques un peu plus faibles. Faut pas le faire par réflexe, quoi. Voilà. Il faut toujours être vigilant à tout ça. Waouh. Parce qu'une erreur médicamenteuse, ça arrive très vite. Dans le milieu du soin, ça peut arriver très vite. En plus, j'imagine à quel point là, ça va peut-être permettre aussi d'aller vers un autre sujet, mais tout ce qui est manque de personnel, manque de budget aussi, tout ça, c'est des choses qui après vous retombent sur les épaules et oui, on a beau se plaindre et estimer que le service hospitalier ou les urgences, quoi que ce soit, ça a baissé en qualité, mais en même temps, c'est parce que on vous a retiré des aides, des subventions et plein de choses qui font que maintenant, à une personne, vous devez courir dans tous les sens et essayer de porter l'attention au maximum de patients-patientes. J'imagine, toi, tu l'as ressenti sur les 3 années? En fait, là, pour le coup, là, ma grosse question actuellement, puisque je suis vraiment en fin de formation et que je vais bientôt devoir postuler dans des endroits, c'est est-ce que je reste dans la fonction publique? Est-ce que je vais dans le privé? Il y a cette question-là où je me dis, dans le privé, tu as des avantages, dans le public, tu as des avantages, mais en même temps, tu as des avantages dans les deux, dans les deux domaines. Donc, je sais pas, en fait, je pars du principe que peut-être ce qui va se passer, c'est que je vais juste me dire, OK, il y a tel et tel service qui m'intéresse, que ce soit du privé ou du public, je postule surtout dans des services qui vont m'intéresser plus que dans cette notion de est-ce que je suis dans le public, est-ce que je suis dans le privé, parce que voilà, je vais aussi postuler par rapport à mes lieux de stage, là où ça s'est très bien passé. Why not postuler en tant que futur diplômé, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, je sais pas trop où ça va me mener. Parce que là, par rapport à tes stages, t'as eu des stages dans le privé aussi ou c'est uniquement... Alors j'ai eu des stages principalement plutôt dans le privé, dans le semi-privé, plus que dans le public. Bon là, mon dernier stage que j'ai effectué en addictologie, c'était plutôt dans le public. Qui s'est super bien passé d'ailleurs. Ouais, super bien passé. Mais les autres stages que j'ai effectués donc en oncologie, en palliatif, j'ai fait des stages aussi donc en psychiatrie. Psychiatrie, c'était aussi du public, je crois. Mais les autres, c'était plutôt du privé. Ok. Donc, tu as quand même vu un peu les deux. J'ai vu un peu la différenciation ici en termes de salaire. Enfin, le salaire net, je parle plutôt du salaire net plus que du salaire brut. Parce que le salaire brut, c'est un peu une utopie. On se dit, ah ouais, 2500 €. Ah bah non, c'est du brut. Abattement, taxe. C'est ça, effectivement. Donc oui, la rémunération en France est très dérisoire en tant qu'infirmier. De toute façon, les services publics, tout ce qui est en ce moment, les soins, l'éducation, tout ça. Je fais un tout petit aparté, mais un parallèle avec... j'ai commencé aussi à donner des cours depuis octobre. Et là, les écoles elles-mêmes m'ont prévenu que les prochains workshops sur lesquels j'étais installé ou quoi, normalement, ne devraient pas bouger, mais qu'il y a de nouveau des coupes budgétaires et de subventions. Et du coup, il va peut-être y avoir toute une réorganisation au sein même des écoles parce que on peut pas garder tous les intervenantes. Enfin, il faut que ce soit dans nos secteurs qu'on enlève de l'argent, mais bon, taxer les ultra riches. Voilà. C'est ça, en fait, on met pas assez de budget, je trouve, dans les besoins primaires. En fait, une population a besoin d'avoir des soins, complètement. a besoin aussi d'être éduqué convenablement, qu'il y ait une histoire en fait derrière, et que ça touche à l'éducation nationale aussi, encore une fois. Oui, le ministère de la Santé, tout ça, le ministère de la Culture aussi, qui est des lieux qui promeut aussi la culture. Et en fait, tous ces besoins-là, je trouve, qui sont essentiels, ne sont pas du tout mis au premier plan en ce moment même. Non, clairement. C'est complètement... on en parlait dans le podcast précédent, mais elle expliquait, après on revient à toi, elle expliquait justement que oui, stratégiquement, c'est voulu. Même Messisté en avait parlé aussi en disant
bah oui, en même temps, on veut te contrôler. Donc, si on veut te contrôler, il faut que tu aies peur, il faut que tu aies moins d'accès aux services publics, que ce soit les soins ou l'éducation, la culture, etc. Parce que comme ça, on a la main mise sur toi. Mais bon, aparté, je préfère. De toute façon, je pense qu'il y aura toujours un petit message comme ça dans chaque épisode parce que c'est la conjoncture actuelle et ce qu'on est en train de vivre. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Mais revenons à toi, ton parcours et ces 3 années. Aussi, du coup, tu as expliqué comment ça s'est passé au début, parce qu'en fait, en soi, j'ai un peu l'image du papillon dans la tête quand je pense à toi par rapport à ces 3 années. Tu as commencé en ayant beaucoup d'aspiration, en sachant plus ou moins dans quel secteur, grand secteur tu voulais évoluer. Et en même temps, tu as commencé ton parcours de transition. Et là, on arrive au terme aussi de tout ce parcours formateur, ouais, enfin de tes formations, on va dire. Et tu as transitionné, on peut dire ça comme ça? Oui, je pense que c'est une transition multiple. Ouais, Dans le sens où tu as évolué, mais professionnellement, personnellement, ça a dû être 3 années charnières et extrêmement denses. Ouais, c'est vrai qu'au départ, on est un petit peu la petite chenille qui essaye de découvrir un peu son environnement et tout, parce qu'on sait pas trop dans quel milieu on met les pieds. Enfin, je savais que c'était le milieu du soin. J'avais déjà entendu parler du fait que voilà, il y avait un manque d'effectifs, que il y avait un manque de temps, que dans certains services, il y avait peu d'IDE pour le nombre de patients ou de patients qui étaient pris en charge. Donc, c'était complètement, mais enfin voilà. Et malgré ça, tu as dit j'étais sous tension perpétuelle et tout. Et malgré ça, j'ai persisté. C'est vrai. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai persisté. Bravo. Et malgré ça, effectivement, j'ai continué tous les étés. Pendant les étés où il y avait normalement, t'étais censé faire une pause entre ta première année, ta deuxième année, ta troisième année. T'étais censé te dire, ok, là, je fais une pause. C'est l'été, je profite. Non. Moi, j'ai persisté, en fait. J'ai fait des vacations en tant qu'aide-soignant. Parce qu'il faut savoir que quand tu valides ta première année d'études en soins infirmiers, tu as une équivalence du diplôme d'aide-soignant. Donc, en fait, tu peux faire des vacations dans plusieurs services, dans plusieurs domaines en tant qu'aide-soignant. Parce que tu as validé les UE, donc les unités d'enseignement qui étaient rattachées du coup au métier d'aide-soignant. Okay. Tu les valides, et si tu les valides, tu peux exercer en tant qu'aide-soignant. Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'avais travaillé en unité de vie protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'étais le seul soignant pour 15 personnes démentes. Autant te dire que c'était sportif. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'ai persisté pendant 2 mois et demi. J'ai travaillé dans cette unité-là. Ça s'est super bien passé. Juste, en fait, c'était pas viable parce que t'es le seul soignant pour 15 personnes démontes, c'est pas possible. Et puis même, ça te frustre parce que tu te dis, mince, j'accorde pas assez de temps aux personnes. En plus, c'est des personnes qui sont en demande de temps, en demande d'échange, en demande de relation à l'autre. C'est des personnes qui vivent isolées dans le monde et qui vivent isolées. Et souvent, il y en avait qui avaient plus de famille. Donc, en fait, les seules personnes qu'elles voyaient tout au long de la journée, c'était le personnel soignant. Voilà. Mais ça m'a apporté beaucoup en termes je dirais, en termes de compétences soignantes, parce que j'ai appris à me dire, ça me permet aussi de rester dans le milieu du soin et de pas faire autre chose à côté et d'acquérir plus de connaissances, que ce soit sur les pathologies, que ce soit sur les traitements aussi, ou que ce soit sur les compétences relationnelles qu'on doit acquérir au courant de ces 3 années. Tu vois. Donc, ça m'a apporté beaucoup aussi dans le sens humain aussi. Le rapport à l'autre, etc. Même si c'était pas facile. Et que je rentrais chez moi, j'étais en sueur, oh là là, j'en peux plus, aidez-moi. Ah, ça doit être sûr. Je persistais parce que, en fait, faut savoir que l'année coûte 8 000 €. Certaines personnes travaillent pendant ces 3 ans parce qu'il faut du coup payer ces 3 années d'études. C'est 8 000 € l'année, je précise. Et comment faire pour travailler en fait, soit tu es en formation initiale et donc c'est rémunéré par la région Grand Est. Okay. Donc moi, pour mon cas, c'était le cas du coup. J'avais moins de 25 ans quand j'ai débuté ma formation. Donc en fait, j'ai pu être financé par la région Grand Est durant ces 3 années d'études.
Ok, on remercie la région Grand Est. Je remercie quand même la région Grand Est. Ouais, ils essaient quand même de maintenir certaines aides et Mais tout. sinon, donc, pour celles qui sont en reconversion professionnelle, soit ça a été financé par. Il y avait aussi une question avec Pôle emploi. Enfin, après, je suis pas spécialisé là-dedans, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah oui, tout ce qui est parcours de Mais réinsertion, voilà, tout machin, ça c'est peut être parcours encouragé. professionnel, Ouais. ouais, c'est ça. Donc ça peut être encouragé et payé, ou soit quand il y avait aucune, si la personne n'était pas rattachée à une spécificité et qui n'avait pas le droit à une rémunération de par, je sais pas, un employeur ou quoi que ce soit, la personne devait payer plein pot. Donc voilà, c'est. Ouais, du coup, là, ça crée aussi une accessibilité à certaines. Enfin, selon la famille d'où tu viens, les moyens que tu as, ton passif, toutes tes expériences passées ou quoi que ce soit, c'est possible ou non d'aller C'est dans ça. cette voie-là. Et donc moi, c'est vrai que j'ai pas mes parents qui sont derrière moi en me disant ah tiens, je te donne tant et tant, vas-y, etc. Enfin, je suis encore, je vais encore chez mes parents, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de me payer un appartement ou de me payer une voiture, etc. Donc, ou de me payer carrément tous les repas que j'avais à acheter tous les jours pour, pour subvenir à mes besoins. Donc en fait, j'ai fait ça. Pendant les 3 ans, j'ai travaillé tout l'été parce que j'avais de l'argent et je me suis dit, ah, c'est un CDD, j'aurai la prime de précarité, j'aurai pas mal d'argent, je mets de côté pour subvenir à mes besoins tout au long de l'année. Tu as vraiment été stratégique en avançant à chaque fois. J'ai fait ça parce que c'était soit ça, soit je faisais soit une alternance que je n'ai pas trouvée d'ailleurs, parce qu'on avait la possibilité aussi de faire une alternance à côté. Durant la 2e année, jusqu'à la 3e année, on pouvait faire une alternance. Et en gros, on trouvait un employeur. L'employeur, du coup, nous engageait. On était dans une structure où on exerçait que en tant qu'aide-soignant parce qu'on n'avait pas encore le diplôme infirmier. Ah oui, on ne pouvait pas exercer en tant qu'infirmier, ça n'avait pas lieu d'être. Et du coup, pendant les vacances scolaires ou pendant les vacations d'été, du coup, on travaillait en tant qu'aide-soignant. Mais on était rémunéré chaque mois. Du coup, on avait une rémunération fixe chaque mois. Même pendant les mois où on avait cours. Donc ça, c'était intéressant. Oui, effectivement. Ça nous permettait d'avoir une rémunération tout en sachant que là, on va pas travailler chez notre employeur. Ouais. Et qu'on a nos week-ends pour réviser, pour nous préparer au partiel, etc. Tu vois. En soi, tu t'es vraiment préparé aussi à ce qui allait se passer après. Tu continues à emmagasiner de l'expérience, des différences de secteurs, de structures et tout. Et une fois que tu finis ces fameuses 3 années, ton dernier stage, etc., au moins, tu as vraiment une vue d'ensemble de ce qui est possible et peut-être ça t'aide aussi à plutôt choisir quelle direction t'intéresse le plus, non ? C'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai fait d'abord des vacations en unité de vie protégée en tant qu'aide-soignant, puis après, j'ai bifurqué tout doucement vers le handicap. Ok. Je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est un milieu que je connais pas. Mais toi, t'es quelqu'un qui a besoin de prendre soin ça se sent. En fait, je me suis dit, vas-y, le milieu du handicap, je connais pas. Et souvent, on a une appréhension par rapport aux personnes qui vivent un handicap, que ce soit un handicap visible ou invisible. Société validiste, on le rappelle. Il faut le rappeler aussi, les handicaps ne sont pas que visibles. Oui. Il faut aussi le rappeler. Et tout est fait dans cette société pour des personnes qui sont valides. On pense très peu souvent à si c'est accessible pour vous, dites-vous que c'est pas forcément accessible pour quelqu'un à côté, que ça se voit ou que ça ne se voit pas. Et c'est bien de réincorporer ces personnes dans nos réflexions. Et du coup, je travaillais en maison d'accueil spécialisée, donc dans le milieu du handicap, donc des personnes qui ont un polyhandicap, des handicaps multiples, et une unité aussi spécialisée dans l'autisme. Donc moi, j'étais souvent aide-soignant aussi dans cette unité-là avec des personnes autistes. Donc hyper enrichissant aussi d'un point de vue humain, hyper enrichissant aussi dans la prise en charge parce que toutes les personnes autistes ne sont pas pareilles. Le spectre est vraiment hyper large. Et donc, ça m'a appris aussi à avoir une certaine ouverture d'esprit parce que, mine de rien, j'ai bifurqué entre plusieurs secteurs, entre plusieurs domaines. Et j'avais toujours cette soif de curiosité intellectuelle, de me dire, il y a un truc que je connais pas, vas-y, j'y vais. Comme ça me permet d'approfondir mes connaissances. C'est ce que j'ai fait. Du coup, ça permet aussi d'acquérir, tout au long de ces 3 années d'études,
une certaine expérience professionnelle, tu vois. Bah, Et je me suis dit, là où les personnes vont prendre des vacances, etc., et c'est très bien, je ne critique pas du tout les personnes qui prennent des vacances. Prenez des vacances. Bah, société capitaliste. Prenez des vacances si vous le souhaitez et que vous en avez besoin. Je critique pas du tout. Mais c'est juste que moi, personnellement, je me suis dit, j'avais cette injonction de il me faut de l'argent. Ouais, bah, c'est J'avais clair. besoin d'argent. Et aussi de me dire, vas-y, je vais avoir plus d'expérience professionnelle. Ça va être un plus aussi pour moi. En termes intellectuels, de me dire, vas-y, je connais pas, j'y vais. J'approfondis ce sujet. Et ça te permettra aussi plus tard d'éviter le genre de réflexion que tu as pu rencontrer par les sachants pendant ton premier stage en psychiatrie, parce que du coup, tu l'as rappelé, je crois, ça t'apprend énormément de choses et je sens que ça rend humble aussi quelque part de se rendre compte qu'il y aura toujours quelque chose d'autre à apprendre, il y aura toujours une nouveauté à laquelle il va falloir s'adapter. Les troubles, comme tu le dis, sont pas forcément fixes. Rien que le TSA, enfin trouble spectre autistique, comme tu l'as dit, c'est extrêmement large. Donc se confronter à différents types et tout, ça permet de pas avoir un discours prémâché que tu vas relancer à chaque patiente que tu vas rencontrer. Au moins, tu ouvres aussi ton esprit et ça te permet d'avoir des diagnostics peut-être plus complets et moins... Ouais, ce truc d'entonnoir, mais vers l'inverse. En fait, c'est vraiment, on élargit et ça permet d'avoir vraiment une ouverture d'esprit sur tous les sujets. Et pareil, au travers de mes stages, là, mon dernier stage, c'était en addictologie, on a aussi un a priori, une appréhension par rapport aux personnes qui souffrent d'addiction. Et pareil, des personnes qui sont dans une grosse précarité. Et c'est vrai que souvent, il y a eu des propos jugeants dans les services où cette personne-là, c'est bon, vas-y, elle me saoule avec son alcoolisme ou je ne sais ou quelle limite, autre addiction. si elle veut, elle peut. En fait, maintenant que j'ai fait ce stage-là, j'ai vraiment compris la complexité des personnes qui souffrent d'addiction. Enfin, c'est pas que le point de vue social. C'est une maladie. Ça ouvre plein de choses, en fait. C'est hyper complexe. Et oui, c'est une maladie, c'est une pathologie parce qu'il y a vraiment le côté aussi psychologique, le côté du coup biologique aussi, le côté génétique. Enfin, il y a vraiment, c'est pluriel, c'est vaste. Et du coup, ouais, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Même sur le handicap, là, quand j'ai fait mes vacations en tant qu'aide-soignant, et je continue d'en faire là, ces prochaines semaines aussi. Les week-ends. Promis, il prendra des vacances à un moment donné. Ne vous inquiétez pas, promis, je prendrai des vacances. Du coup, ouais, ça permet d'élargir. Admettons, plus tard, je suis face à une personne qui souffre de tel ou tel handicap. Ça te permet d'être plus ouvert. Moi, je me dirais, ah tiens, ça fait écho à ce que j'ai vécu pendant cette période-là où je faisais mes vacations en tant qu'aide-soignant. Ah tiens, en fait, cette personne, je la prendrais mieux en charge. En fait, mon but, c'est vraiment de mieux prendre en charge les personnes en fonction des spécificités de chacun et de chacune. Voilà, on revient à l'intention. En tant qu'aide-soignant ou infirmier ou quoi que ce soit, quelle est ton intention? Est-ce que c'est vraiment aider au mieux les patientes que tu vas recevoir? Et dans ce cas, la formation, je pense qu'elle durera toute ta vie. En fait, alors, on parle souvent du fait que ce métier, c'est une vocation, mais c'est pas la vocation qui payera nos factures d'électricité. J'ai vu le post que tu as repartagé en story. Effectivement, c'est une vocation, il faut le faire parce qu'on a envie de le faire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on en arrive à être épuisé professionnellement parlant et qu'on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait, dans ce cas-là, soit il faut trouver autre chose à faire, donc une autre voie, soit il faut changer de service. C'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que je m'entache à avoir dans mon esprit. Vraiment, c'est le fait que si tu trouves plus de sens à ton travail et que tu tombes dans une banalisation un peu systématique des soins et que tu fais des choses parce que tu dois le faire, mais que tu trouves plus ce sens-là à pourquoi tu le fais. Par exemple, un soin qui serait anodin, une prise de sang. Enfin, ok, t'as acquis le fait que ça se faisait comme ça, il faut poser le garrot, il faut trouver ta veine, etc. Bon, voilà. Mais tu sais pas pourquoi tu fais cette prise de sang, tu sais pas quel est le sens à ce qu'il y a derrière, en fait, ça n'a pas d'intérêt à le faire. Et pourtant, ça a l'air très dur parce que justement, comme dit, vu le système performatif et tout tel qu'il est fait, et avec les coupes budgétaires et avec moins de personnel, etc., j'imagine il faut vraiment faire les choses avec conscience, mais c'est vraiment un effort à fournir parce que tu peux vite tomber dans ce
ce pilote automatique là. Oui, en fait, dans cette routine, et c'est ce que j'ai pu remarquer aussi au travers de mes stages, où en fait, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont tellement ancrées dans la routine parce qu'elles sont là depuis un certain temps dans le service, et c'est très bien. Ces personnes qui adorent ce qu'elles font, et vraiment, encore une fois, je suis pas du tout dans la critique. Non, bien C'est des sûr. personnes qui sont vraiment à même de savoir, parce que, enfin, elles adorent ce qu'elles font et tout. Mais juste là où ça peut être un peu plus compliqué, et là où il faut être hyper attentif, c'est le fait de se dire que on est tellement ancré dans la routine que parfois il y a certaines choses qui nous échappent. Et ça, on peut forcément ne plus être vraiment regardant ou regardante là-dessus. Ouais. Et c'est là où ça peut être un peu plus complexe. Je trouve que c'est un très bon conseil pour n'importe qui. Tu vois, c'est la métaphore de un peu l'image de tu prends ta voiture, tu connais le trajet par cœur parce que tu vas toujours en fait sur ton lieu de travail. Je pensais à la même chose. Et tu vois, tu connais ce trajet-là et tu te dis mais non, il se passera rien. Et en fait, tu regardes plus les priorités à droite, tu regardes plus ah tiens, il y a le stop, ok, je m'arrête. Voilà, instinctivement, je m'arrête, il y a un stop. Ouais. Mais tu te dis ah c'est bon, et il va rien se passer. Donc en fait, si les études ont montré que sur un trajet qui est connu, tu as beaucoup plus de risques de faire un accident de la route que sur des trajets qui sont pas connus du tout. On est trop connectés. Les trajets qui sont pas connus, tu seras beaucoup plus vigilant ou vigilante, alors que les trajets qui sont connus et tout, tu te diras ah ben non, en fait c'est bon, vas-y, ma vigilance, je peux un peu la baisser. Et c'est ça le risque à grande échelle, c'est qu'on évolue tous dans des zones de connues parce que ça nous rassure, on estime que c'est confortable, mais je trouve pas que c'est confortable, je trouve que c'est vraiment connu. Et par habitude et tout, on finit par être des machines qui répètent les mêmes gestes en continu, et le sens, vraiment, il peut se perdre petit à petit. Et finalement, des fois, c'est ce que ma psy me conseille, des fois faire un pas de côté et devenir observateur de ses propres actions pour se dire, est-ce que là, je fais encore les choses parce que j'en ai envie? Est-ce que je les fais par mécanisme parce qu'il faut? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que juste se poser 2-3 questions? C'est là où on touche à un peu un sujet, c'était un peu un sujet d'ouverture à mon mémoire et tout. C'était sur la fatigue compassionnelle. Je sais pas un peu si tu connais. Je comprends les deux mots. Après, je t'en prie, ça doit être une. C'est un terme qui a été théorisé par une infirmière en soins palliatifs, Carla Johnson, en 1992. Et en fait, elle parlait de ça parce que c'est quand tu es face à la souffrance des autres continuellement, surtout dans des services très lourds. Parce qu'en soi, la souffrance, elle est souvent là dans le milieu du soin. Quand tu prends en charge une personne, tu es toujours soumis ou soumise à cette souffrance-là qui est intrinsèque à la personne. Mais elle ne sera pas pareille dans tous les services. Là, je parle surtout des services comme l'oncologie ou les soins palliatifs, où tu as cette souffrance perpétuelle et puis tu as cette mort répétée. Enfin, des gens qui vont soit mourir, soit en fait ils vont guérir, mais t'es un peu dans un entre-deux, et t'as quand même cette souffrance psychologique qui perdure, cette souffrance de dire putain merde, j'ai une pathologie chronique et j'en souffre terriblement. Et en fait, nous, souvent on est aussi confrontés perpétuellement à cette souffrance. C'est d'une part ne pas trop être dans la compassion avec la personne prise en charge, et d'autre part savoir se protéger aussi, parce que à force, si tu te protèges plus et que tu connais pas tes propres mécanismes, si tu sais pas comment toi tu fonctionnes, ta prise en charge et ta qualité des soins, elle sera complètement altérée. Et le petit cœur qui fait boum. C'est ça. Et donc là, tu finis par faire ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle. En fait, tu es tellement fatigué psychologiquement d'accueillir toute cette souffrance perpétuelle que en fait, toi-même, t'en souffres. Et tu arrives à un épuisement professionnel et t'en peux plus. C'est très insidieux parce que en fait, les symptômes, les signes avant-coureurs sont un peu les signes qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies. Donc, le pointer du doigt et l'identifier. T'arrêtes pas de faire des liens avec des choses que tu as pu voir et tout. Et en plus, dans ce cas précis, en accompagnant ces personnes, tu sais que tu ne les soigneras pas. Enfin, tu vas pas les... si c'est en soins palliatifs, comme tu l'as dit, souvent c'est un accompagnement jusqu'à la fin. Mais ton travail, là, c'est pas de trouver des solutions pour qu'elles repartent de plus belle et qu'elle ait une santé de fer et tout machin. Tu sais déjà que ce sera pas possible. J'imagine que ça doit pas être évident non plus. C'est pas évident, mais je crois que c'est le stage que j'ai le plus apprécié.
en termes d'humanité. Enfin, c'était un stage hyper chargé de sens et de symbolique pour moi parce que du coup, je me suis dit, là, c'est vraiment des bonnes prises en charge. Dans les autres services, je suis quasiment sûr qu'il y a aussi des bonnes prises en charge et encore une fois, je suis pas du tout dans la critique des autres services. C'est là où moi j'ai observateur de ce qui se passe. c'est là où j'y ai trouvé le sens à ce que moi je veux faire Ok. en tant que futur professionnel de santé, en tant que futur infirmier. C'est là où j'ai vraiment trouvé le sens à mon travail. Je me suis dit, c'est vraiment bien parce que ça allie technicité, relationnel, ça allie les deux. On est là autant pour la personne qui est prise en charge que pour les familles autour. Et puis on est aussi face à la souffrance et le deuil un peu anticipé des familles qui savent perpétuellement que oui, le proche, il va mourir à un moment donné, c'est un fait, mais comment on s'y prépare réellement. Et je pars du principe qu'on n'est jamais réellement préparé à devoir vivre la mort. C'est quelque chose que moi, j'ai pu voir aussi au travers de mon parcours, mais on n'est jamais réellement préparé, on ne pourra jamais anticiper à quel moment la personne va mourir, parce qu'en fait, on voit des situations où la personne, en fait, elle persiste. Et j'ai lu un bouquin dernièrement, c'est un bouquin qui s'appelle Au-delà du dernier souffle, où c'est du coup une médecin en soins palliatifs qui parle justement de l'accompagnement qu'elle a vécu avec sa mère pendant ces 2 dernières années avant qu'elle meure. Et tout le processus de fin de vie, comment on remet du sens à sa vie, comment on sait qu'on va mourir. Je trouve que c'est une question très importante. C'est hyper pertinent en fait. On censure ce moment-là alors qu'il fait partie de la vie et il faut qu'on ouvre les débats et tout. Je sais pas si tu avais écouté, mais l'épisode, j'en avais déjà parlé, où j'ai été confronté à différents moments, mais notamment avec le décès de ma tante à 43 ans d'une rupture d'anévrisme brutale à Noël, le 25 décembre. Et je dis avec le sourire parce que ça va, mais effectivement, je me rends compte que... alors, ça peut paraître très bizarre ce que je vais dire pour celles et ceux qui n'y ont pas été confrontés, mais il y a quelque chose de beau dans ce passage où, en tout cas, ça permet vraiment de... ça nous rappelle que la vie, elle est courte et qu'il y a un but et que les gens, c'est vraiment la priorité, le cœur qu'on met dans les choses, le soin qu'on apporte à celles et ceux qui nous entourent et tout, c'est extrêmement important. Et on a tendance à l'oublier ou à ne pas réellement en prendre conscience correctement tant qu'on ne le voit pas. Alors, en une fraction de seconde, c'est terminé. Et c'est là où tout le reste prend sa véritable place et où peut-être qu'on fait des choix plus conscients et on se pose les bonnes questions. Et donc, je comprends parfaitement. Je trouve ça trop beau comme parcours au final, qu'en 3 ans, tu t'en sois arrivé là et que ça a en même temps accompagné ta propre transition personnelle. Je trouve ça, c'est très beau, c'est très lumineux. Oui, mais c'est pour ça que je fais un parallèle avec autant ma transition en termes de moi, ma transidentité, et puis ma transition là, professionnelle. Je pense que j'aurais carrément pu en faire un sujet, tellement. En fait, c'est clair. Ouais, c'est un sujet trop personnel, mais j'aurais pu vraiment en faire un sujet, et c'est pour ça qu'on en discute, et c'est super intéressant parce que, ouais, en fait, là, maintenant qu'on en parle, j'arrive à faire vraiment ce parallèle de ma transition professionnelle, mais aussi ma transition sur ma transidentité, sur mon parcours et tout de transition. C'est beau. C'est super beau, ouais, carrément. C'est trop chouette. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, mais oui, là, le sujet de la fin de vie, effectivement, c'est un sujet qui touche particulièrement, même si on vit des deuils continuels. Je trouve qu'on en vit tout le temps. Mais c'est pas que des deuils en mode on perd des gens, on perd des proches. Ça peut être des deuils des deuils relationnels, des deuils on a perdu des relations amicales qui nous tenaient à cœur, on a perdu des gens dans notre vie parce qu'on s'est éloigné de personnes. Ça peut être... je trouve que le terme deuil, il renvoie souvent à la mort, mais il y a des deuils qu'on vit et qui sont pas forcément reliés à cet aspect-là. T'as des deuils sur plein de sujets, de deuil professionnel. Là, tiens, j'ai travaillé dans tel domaine, maintenant je trouve plus de sens à ce que je fais, je dois changer, qu'est-ce que je fais, et du coup ça perturbe, et ouais, ça renvoie à des choses en nous qui sont pas forcément agréables. Et qui dit deuil dit renaissance. Oui. Si c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose, et ça peut être célébré aussi. Oui, tout à fait. Ça renvoie un peu aux naissances en fait. Quand tu vois, il y a pas mal de bébés qui naissent chaque jour. En fait, à chaque bébé qui naît chaque jour, t'as souvent des personnes qui décèdent à ce moment-là. C'est le cycle, c'est ça, on peut pas...
tout ce truc, justement, je pense que c'est aussi dû, et en même temps, je pense que c'est bien qu'on termine sur ce sujet, c'est la mort, le cycle et tout. Mais je pense que c'est le témoin d'une autre problématique liée à la binarité. C'est que on oppose la mort et la vie, le blanc, le noir, l'ombre, la lumière, mais tout ça, ça fait partie du, du même ensemble, et l'un ne peut pas exister sans l'autre, et l'un est nécessaire à l'autre. Et oui, la mort, telle que, en tout cas, on nous a éduqués, ça peut être douloureux, ça peut faire du mal, ça peut nous déchirer, etc. Mais si on ajoute une nouvelle lecture et qu'on prend un peu de recul sur les événements et sur les choses, on se rend compte que ça n'est pas là par hasard, même si on n'a pas les... Je pense pas qu'on est fait non plus pour avoir les réponses de notre vivant. Oui, je retourne dans mes trucs spirituels, Non, mais ça me fait beaucoup de bien de penser comme ça, en tout cas. C'est clairement ça, parce que déjà, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de la mort, mais tu peux le vivre. En fait, moi, j'ai vécu ces situations-là en soins palliatifs, ou même à travers de témoignages ou de reportages que j'ai pu voir par rapport aux différents professionnels de santé qui, justement, travaillent en soins palliatifs. En fait, tant qu'il y a une situation qui n'est pas réglée, la personne persiste à vivre. C'est hyper perturbant, mais c'est en fait des situations où les personnes vont être en fin de vie, vont persister. Donc, on ne sait pas si ça se trouve, elles vont décéder dans 48 heures, dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine ou 1 mois. Mais en fait, s'il y a des problèmes intrafamiliaux, des choses comme ça, et que ces problèmes ne sont pas forcément réglés, ces personnes vont persister à se dire non, je reste. Il faut que je reste parce que je sais que là, ce problème-là n'a pas encore été réglé. Tant qu'il n'est pas réglé, je pourrais pas partir en paix. Et ça, c'est des choses que moi-même aussi j'ai vécu en tant que stagiaire. Là, mon avant-dernier stage en soins palliatifs, où effectivement, en fait, il y avait une situation d'un patient qui était collectionneur de voitures. Enfin, voilà. Et en fait, il avait encore une dernière voiture de collection, et en fait, il voulait impérativement vendre cette voiture avant de mourir. C'était son objectif. Et il voulait vraiment pertinemment, il savait qu'il allait mourir, parce que voilà. Mais il voulait vendre cette voiture avant de mourir. Il voulait en être témoin, quoi. Voilà. Et en fait, il a vendu cette dernière voiture de collection. Et après ça, il est décédé. Ouais. Mais au moins, il a vraiment atteint son objectif, et se dire ok, là, j'avais ce dernier objectif-là dans ma vie en tant que mortel, dans ma vie matérielle en tout cas. Et après ça, voilà, il est parti en paix. C'est beau. Franchement, c'est beau. Ouais, ça pousse à réfléchir à ce qu'on veut réellement, et faites-le. Et s'il y a des gens que vous aimez, dites-leur. Et si vous avez envie de faire des choses, faites-le. N'attendez pas la permission. C'est trop important. Ça m'a permis aussi de relativiser sur la vie. Enfin, tu sais, parfois, il se passe des choses dans ta vie où vas-y, ça va t'énerver, ça va te saouler. Ah tiens, vas-y, mon lavabo ne marche pas, vas-y, ça me fait chier. Ouais, grave. Des petits, moi, je trouve que c'est des petits riens de la vie, mais qui nous font des gros problèmes, alors qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes comme ça. C'est mon point de vue. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être forcément d'accord avec moi, mais je trouve que ouais, ça te permet de relativiser sur les petites choses qui te font un peu souffrir, et là, tu prends du recul, tu élargis un peu ton prisme, et tu te dis, ok, là, tellement. Genre, pose-toi, et en fait, non, c'est rien. En fait, c'est pas. Je suis tellement d'accord. Tu vois. Ah, c'était une jolie discussion. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais partager qu'on n'a pas forcément dit? Parce que je sais que ça passe très très vite. Ouais. Et en soi, il y a plein de petits trucs sur lesquels on pourrait rebondir et tout, mais s'il y a vraiment quelque chose qu'on aurait oublié ou que ça te tenait à cœur de dire. Là, ça touche plutôt à la santé mentale, je dirais, pour les personnes qui seraient dans le milieu du soin ou qui sont en études dans le milieu du soin. Je dirais qu'avant toute chose, soyez vous-même, ne vous mettez pas de barrières. Et en plus de cela, je dirais aussi que si vous souhaitez soigner les autres, pour mieux soigner les autres, il faut d'abord se soigner soi-même. Et souvent, bon conseil. On rentre dans le milieu du soin parce qu'on a aussi une part de nous qui est un peu blessée, une part de nous qu'il faut soigner à l'intérieur. Et souvent, il faut identifier cette part de nous et pouvoir la soigner aussi pour éviter que ça entache la qualité de nos soins. Donc, je dirais ça, effectivement, se soigner aussi soi-même.
t'as réussi à te soigner? Je dirais qu'on se soigne pas à 100% au courant de notre vie, mais C'est qu'on un y chemin. arrive ou que du moins on arrive à identifier ce qui va pas. C'est un très bon conseil. Ouais. Bah, je te souhaite tout le meilleur. C'était trop cool de t'avoir et de partager par rapport à tout ça. Il y a vraiment, on pense secteur médical ou quoi, et on n'a pas l'impression qu'en fait, c'est des thématiques qui vont tous nous toucher. On a parlé de plein de sujets. J'espère que ça vous aura intéressé. Je te souhaite ouais, vraiment, surtout des vacances. En vrai, Oui, les il y a un petit vacances. peu de repos et tout, mais tu peux être fier de toi. Franchement, c'est très beau ce que tu partages et ce que tu as fait. Tes efforts ont payé. C'est... Bravo. Merci. Ah, c'est trop bien. Et bah, je voulais juste faire une petite recommandation puisqu'on a parlé d'addictologie. Je vous invite à écouter ou à voir aussi l'épisode que j'avais fait avec Alexis sur les addictions. C'est pas du tout un épisode de jugement ou de critique, mais au contraire, on fait de la sensibilisation et on explique, enfin, il explique mieux que moi, tout ce qui incombe à une personne addicte, quels sont les paramètres qu'il y a à prendre en compte, à quel point il y a des choses qui ne sont pas contrôlable par la personne dite addict. Il faut vraiment apprendre à arrêter de juger et plutôt mettre en place des choses qui vont permettre soit de s'en sortir, soit de vivre son addiction avec le moins de risques possible. Donc voilà, je mettrai aussi tous les livres dont tu as parlé en description parce qu'ils ont l'air top. Et en attendant de prochains épisodes, prenez soin de votre monde intérieur. Bye bye. Bye bye.